Merci d'être à l'écoute des radios Mali. Il est 7h, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, à quelques encablures du mois de Ramadan, la solidarité du président de la transition s'intensifie dans les garnisons. Ses envoyés étaient au 34e régiment du génie militaire à Bamako et à Kati, les mains pleines de 800 kits alimentaires distribués aux familles endeuillées pour dire que la nation n'oublie pas leurs proches tombés pour le Mali. L'institution judiciaire continue son mue. Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la Justice, le tribunal de commerce de Bamako a tenu sa première audience collégiale, une première qui constitue un tournant majeur dans le cadre des réformes dans l'organisation judiciaire au Mali. Et puis la chronique judiciaire de ce jeudi parlera de trafic d'influence, une pratique punie par le code pénal en son article 243-78. Mining in Dakar 2026 en Afrique du Sud, le Mali expose au monde entier son potentiel minier avec ses réformes portées par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, à la faveur de la journée dédiée à notre pays. Dans la Confédération AES au Burkina Faso, la loi portant abrogation des partis politiques, du statut de l'opposition politique et le financement des partis passe à l'unanimité à l'Assemblée législative de transition. Au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est en visite de terrain dans la région de Zender. Hors Confédération AES au Cameroun, le président Paul Biya renvoie les élections municipales s'inédiées alors qu'elles étaient prévues ce mois de février. En France, l'épée de Damoclès de la justice toujours suspendue sur la tête de Marine Le Pen jusqu'au 7 juillet prochain dans son procès en appel des assises parlementaires. Elle risque une peine d'inéligibilité de 5 ans. Et face à la tentative d'annexion du Groenland du président américain Donald Trump, la Russie ne laissera pas passer cette agression, annonce faite par le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. En sport, on parlera football au plan national et international. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce jeudi 12 février 2026 aux informations sur Radio Mali. Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la Justice, le tribunal de commerce de Bamako a tenu sa toute première audience collégiale en matière commerciale. Cette nouvelle disposition offre l'occasion aux juges d'intervenir seuls dans la procédure sans le concours des juges consulaires conformément à la nouvelle loi portant l'organisation judiciaire au Mali. Cette audience en formation collégiale est une avancée significative en matière de droit commercial. Le point, c'est avec Aridou Matina. La justice malienne, en pleine évolution, conformément à la nouvelle loi portant organisation judiciaire, vient de franchir une nouvelle étape en matière du droit commercial avec la toute première audience collégiale du tribunal de commerce de Bamako, cela sans l'apport cette fois-ci des juges consulaires. Désormais, en matière des litiges commerciaux comme la présente activité, le dossier est géré par 3 juges qui décident ensemble et qui rendent ensemble la décision la plus appropriée. Diara Kankou Sangaré, président du tribunal de commerce de Bamako. L'équipe est composée de 3 juges professionnels. C'est une formation collégiale et la collégialité, ça veut dire que ce sont les juges qui jugent ensemble, qui décident ensemble et nous sommes là pour dire le droit. Et lorsqu'il y a la discussion, la lumière jaillit et ça facilite beaucoup les choses. En la matière, il y a toute une démarche à suivre avant que les 3 juges n'interviennent pour la procédure finale. D'abord, les dossiers font l'objet de mise en état pour venir au fond. Les dossiers qui sont passés aujourd'hui en jugement, ce sont des dossiers qui sont passés à la procédure de la mise en état. Donc après cette procédure, le dossier vient en jugement. Et c'est lors de ce processus qu'à la fin, les juges se mettent à 3. Et cette formation est appelée la formation collégiale. Maître Mahamadou Traoré, représentant du barreau. Je suis vraiment comblé de la situation pour la simple raison que c'est un ensemble de magistrats professionnels qui désormais se mettent ensemble pour rendre la justice. La décision a été prise d'un point de vue légal il y a déjà un moment et c'est une excellente chose que cela soit mis en application et que cela démarre aujourd'hui. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. C'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime après avoir suivi cette audience inaugurale du tribunal de commerce en formation collégiale. C'est quelque chose d'historique, en ce sens que dans notre pays et dans beaucoup d'autres avant nous,
Le tribunal de commerce a toujours fonctionné avec des juges consulaires qui étaient là pour rappeler les pratiques et les usages qui réglementaient les différentes branches du commerce. La collégialité offre aussi l'avantage du débat. Donc, au lieu que ce soit une seule personne qui décide, donc nous aurons 3 juges qui interviennent dans la procédure, qui ont l'occasion de débattre, de discuter. Donc on finit par trouver les bonnes solutions. Juridiction spécialisée chargée de trancher les différends entre les commerçants, de gérer les procédures de difficultés des entreprises et de surveiller la vie juridique des sociétés, le tribunal de commerce est persuadé de pouvoir disposer des décisions beaucoup plus pertinentes. Ceci dit, à l'approche du mois de Ramadan, la solidarité du président de la transition s'élargit encore plus dans les garnisons. Hier, les envoyés du général d'armée Assimi Goïta étaient au 34e régiment du génie militaire et la région de défense numéro 3 de Kati les met pleines et chargées. Et ces 800 kits alimentaires qui ont été remis aux veuves, aux orphelins ainsi qu'aux paramilitaires, Moussa Kamara était à la donation. 800 kits alimentaires ont été distribués aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Offerts par le président de la transition, ces kits sont composés de riz, de sucre, d'huile et d'autres denrées essentielles. Le génie militaire bénéficie de 500 kits et 300 pour la région de défense numéro 3 de Kati. Une initiative qui vise à soulager les foyers militaires en cette période de partage et de recueillement. Madame Maïga Korotoum Koumare veut... Je remercie Assimi Goïta, le président de la transition, qui ne nous a jamais oubliés. À chaque fois, il nous donne des dons. Pendant les fêtes, l'approche des Ramadan, vraiment, on est content. Mariam Magadji, veuve. Moi ainsi que toutes les veuves remercions vraiment les 5 généraux. Merci pour cette donation. Vraiment, ça va nous permettre d'économiser pour le mois. Les autorités militaires ont salué un geste à forte portée sociale. Au-delà de l'appui matériel, ont-elles souligné, il s'agit d'un message de reconnaissance adressé aux soldats, à leurs familles. Colonel-major Brahima Samake, directeur du service social des armées. Ces kits de première nécessité sont le témoignage vivant que la nation est reconnaissante. Votre douleur est la nôtre. Le service social des armées, sous la haute directive des autorités, s'engage à être à vos côtés, surtout dans ces moments de piété et de partage. Cette action s'inscrit dans une dynamique d'assistance sociale en faveur des couches les plus vulnérables. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition en charge des œuvres sociales. Le président de la transition, chaque fois qu'il y a une opportunité, il fait agir son cœur en faveur des veuves militaires et paramilitaires. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Les œuvres sociales vont continuer sur toute l'étendue du territoire afin d'apporter la solidarité et le patriotisme du président de la transition aux Maliens et appeler d'autres qui ont des moyens à aider, à imiter le président de la transition afin que la solidarité soit malienne. Une minute de silence a également été observée en hommage à nos héros. Des garnisons militaires direction la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud. Là-bas, le Mali est à l'honneur avec une journée au Mining Indaba, le rendez-vous du secteur minier africain, voire mondial. Le pays de Kankou Moussa expose son potentiel minier qui se distingue par une vision portée par le président de la transition avec des réformes porteurs, une diversification des ressources naturelles et un renforcement des partenariats entre l'État, les investisseurs étrangers et les acteurs locaux. Le Mali ambitionne de devenir un acteur incontournable de l'industrie minière mondiale. Pour cette journée, le Mali a choisi comme thème un nouveau partenariat pour un secteur minier performant. Le point, c'est avec nos envoyés spéciaux à Cap Town en Afrique du Sud, Garibou Pérou et Djelima Kandiabati. Dans l'immense salle de conférence retentit l'hymne national du Mali. Il est porté par une délégation debout et fière. Le ton est donné, le Mali est venu affirmer sa vision. Depuis Bamako, le ministre de tutelle lance la journée. Sur place, son représentant prend la parole devant un parterre d'investisseurs, d'experts et de décideurs venus des 4 coins du monde. Sounsourou Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines. Le Mali, pays minier par excellence, fort de sa production d'or de plus de 60 tonnes chaque année, se devait d'intégrer les récentes évolutions du secteur extractif et de hisser son architecture institutionnelle, législative et réglementaire au niveau des grands défis du secteur qui sont, entre autres, la transparence, l'équité, la redevabilité, la sécurité des investissements, la préservation de l'environnement, la responsabilité sociétale, le contenu local. Toutes ces préoccupations et bien d'autres
ont reçu des réponses adéquates dans la réforme avec l'adoption du Code minier de 2023. Avec l'adoption du Code minier de 2023, le Mali promet aux investisseurs plus de transparence dans l'octroi des titres miniers qui font désormais l'objet d'un examen du Conseil des ministres avant une attribution par décret. Au cœur des échanges, un thème fédérateur, un nouveau partenariat pour un secteur minier performant, un sujet largement débattu par les panélistes. Gouvernance, sécurité juridique, retombées économiques, les préoccupations des investisseurs sont mises sur la table. Ce thème est à la fois un témoignage de la vision malienne pour le secteur, mais aussi un message à la communauté des investisseurs et des opérateurs miniers. Le Mali est résolument tourné vers des partenariats gagnant-gagnant, respectueux des règles en vigueur et au bénéfice du peuple malien. Face à des milliers d'investisseurs présents à cette journée, le message du chef de la délégation est sans équivoque. Le Mali demeure une destination sûre pour les investissements miniers. Quand un code est consensuel et qu'il répond aux soucis de toutes les parties prenantes, c'est une garantie de sécurité, c'est une garantie de meilleure exploitation dans le pays. Tout est mis en œuvre aujourd'hui au Mali pour attirer les investisseurs. La porte ouverte aux investisseurs, le Mali affirme sa présence, marque son territoire et trace sa propre voie. Une voie tournée vers la coopération internationale. Ici, en Afrique du Sud, le Mali n'a pas seulement présenté ses atouts, il a raconté une vision, celle d'un pays qui transforme ses richesses en moteur de progrès et de souveraineté. Captain Garibou Pérou et Djeli Makan-Diabaté pour l'ORTM. De l'Afrique du Sud, direction l'Afrique centrale. Au Cameroun, les élections législatives et municipales connaîtront un léger report. L'annonce a été faite par le président Paul Biya lors de son adresse à la nation à l'occasion de la 60e journée de la jeunesse. Un réajustement du calendrier électoral pour les échéances qui auraient dû se tenir ce mois de février 2026, initialement prévu pour 2025. Ces élections ont été reportées en cette année 2026. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Paul Biya a justifié ce report en invoquant certaines contraintes exigences tout en rassurant que les dispositions pertinentes des lois et en particulier la Constitution serait respectée. La République démocratique du Congo demande avoir vendu ses ressources minières aux États-Unis. Cette déclaration intervient après la signature d'un accord donnant à Washington un accès potentiel au cuivre, au cobalt, au coltan et le lithium. La RDC n'a rien vendu du tout, a insisté le ministre congolais des Mines, Louis Vatoum, lors d'une conférence au African Mining Indaba hier à Cape Town en Afrique du Sud. Selon lui, l'accord conclu en décembre avec un plan de paix pour l'Est de son pays sert uniquement de cadre pour discuter de projets miniers avec des entreprises américaines dans le respect du code minier congolais. En France, au procès en appel des assises parlementaires du Front National, la décision sera rendue le 7 juillet prochain. L'annonce a été faite hier par le parquet du Palais de justice de Paris, alors que Marine Le Pen, la numéro 1 du Front National et députée de son parti, risque une peine d'inéligibilité. Le parquet a requis 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 5 ans d'inéligibilité. Cette décision va donc l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen a en effet d'ores et déjà fait savoir qu'elle prendrait sa décision quant à une 4e candidature dès l'annonce de la sentence d'appel, sans attendre la décision future de la Cour de cassation. La Russie met en garde les Occidentaux contre la militarisation du Groenland et le Royaume du Danemark. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, je cite, « En cas de militarisation du Groenland et de la création de capacités militaires visant la Russie, nous prendrons les contre-mesures adéquates, y compris militaires. Notre position de principe est que l'Arctique doit néanmoins rester une zone de paix et de coopération. » Fin de citation. Il a également appelé les États-Unis, le Danemark et le Groenland au règlement de la question. Depuis le début de l'année 2026, le territoire est menacé d'être annexé par le président américain Donald Trump. AES, actualité. Au Burkina Faso, les députés ont adopté à l'unanimité parmi les membres présents à l'Assemblée législative de transition le projet de loi portant abrogation des partis et formations politiques, de leur financement lors des campagnes électorales ainsi que le statut de l'opposition politique. Une évaluation des patrimoines des partis concernés vont être menée avant leur transfert au profit de l'État. Le gouvernement assure que des mesures ont été prises pour encadrer les opérations. Lazare Sanou de la radio du Faso.
L'adoption du présent projet de loi par la représentation nationale permettra de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale, la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est en cela que le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, de préciser que cette disposition est la concrétisation de l'aspiration du peuple burkinabé. Je pense que dans le Burkina profond, les gens ne seront pas surpris parce que ça vient du Burkina profond, cette volonté. Elle est ressortie dans les résultats des députés qui ont fait une tournée dans le Burkina profond. C'est un constat qui est fait par les populations. Elles ne sont pas si incultes, nos populations. Elles ont vu le mode de fonctionnement des partis politiques, elles ont vu les conséquences, on va dire, du système partisan, elles ont vu la division qui était tout proche d'eux. Eux-mêmes, ils ont été, à un moment donné, on va dire, victimes de cela. Donc, je ne crois pas que les Burkinabés soient inquiets de cette décision. Les biens des partis et formations politiques seront recensés et reversés au patrimoine de l'État. C'est une disposition légale que nous mettons en application. Les partis et formations politiques étaient obligés par la loi d'insérer dans leur texte interne le mécanisme de dévolution de leurs biens en cas de dissolution. Et c'est ce que nous avons pris en compte à travers le décret adopté en Conseil des ministres. Depuis 2001, le financement des partis et formations politiques aura coûté au budget de l'État environ 5,7 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, au Niger, en mission dans la région de Zender, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le colonel-major Garba Hakimi, s'est rendu à l'hôpital national de la région et à l'école nationale de santé publique pour s'assurer, entre autres, de l'installation de nouveaux appareils d'examen, la réalisation d'infrastructures sanitaires, mais aussi échanger avec les responsables le compte-rendu de Kassou Moutari de la radio du Sahel. À l'hôpital national de Zender, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a visité successivement le service d'imagerie médicale, le bloc opératoire et une infrastructure hydrique, notamment un forage d'une grande capacité offert par un partenaire. Selon les explications données par le directeur général de cette institution hospitalière, le médecin colonel-major Oumra Maman, ce scanner de 64 barrettes de haute technologie aux normes internationales d'installation récente est désormais pleinement fonctionnel à la grande satisfaction de tous. Il faut noter qu'avant cette acquisition, les patients étaient transférés soit à Kano au Nigeria, soit à l'hôpital de référence de Maradi, engendrant ainsi des délais et des coûts plus importants. Aujourd'hui, grâce au démarrage de façon efficiente de ce scanner et l'application du décret accordant une réduction de 50% sur les prestations hospitalières effectives, cette prestation a permis de réaliser les diagnostics précis, rapides et efficaces, améliorant ainsi les chances de rétablissement des patients. Occasion pour le ministre Garba Hakimi de saluer les engagements et les réalisations de l'État du Niger à travers nos plus hautes autorités, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Cette visite confirme que, malgré les défis du moment, des progrès majeurs en matière de santé sont en cours dans la région de Zender, car dans quelques semaines, le démarrage encore d'une IRM 1,5 Tesla verra également le jour, venant ainsi renforcer de façon très significative l'offre et la qualité des soins. Toujours à l'hôpital national de Zender, le ministre a visité un forage en instance de réception offert par un donateur, en l'occurrence Groupe SOS. Ce forage, d'une capacité de 30 mètres cubes et d'une valeur au-delà de 40 millions de francs CFA, est une infrastructure venue à point nommé et qui vise à pallier les problèmes d'approvisionnement en eau de l'hôpital, garantissant ainsi l'accès à une ressource essentielle à l'hygiène hospitalière, aux soins et à la vie. La page des sports va parler aujourd'hui essentiellement football avec la Coupe du Monde 2026 et au plan local, le tirage de la Coupe du Mali au niveau de la Ligue du district de Bamako a été effectué. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba.
Football, Coupe du Mali, la Ligue du district de Bamako a procédé au tirage au sort pour sa phase. Les affiches de la phase de la Ligue sont donc Stade Malien de Bamako FC Gaussou, le Djoliba AC jouera contre le représentant du district 5, l'AS de Bamako affrontera les 11 créateurs Nyarela, il y aura Afeyele Olympique, le FC Djara jouera contre Derby, Binga FC sera opposé aux représentants du district 3. L'USFAS en découdra avec CFKS et l'ASCO affrontera l'ASCB. Sur le continent, à un jour de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, prévue demain vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie, le climat s'annonce déjà tendu. Selon plusieurs médias, ils sont plusieurs membres du comité qui envisageraient de ne pas se déplacer en Tanzanie. La cause, certains dirigeants invités n'auraient pas encore reçu l'ordre du jour détaillé de cette rencontre, jugée cruciale pour l'avenir du football africain. Ce flou organisationnel pourrait expliquer une partie du malaise rapporté en coulisses. Ces spéculations interviennent alors que plusieurs observateurs évoquent depuis plusieurs semaines un climat électrique au sein de la CAF. Dernièrement, à Rabat, une altercation ensuite démentie aurait opposé le président de la fédération marocaine, Fawzi Lekaza, à son homologue nigérien, Ibrahim Moussa. Sans préjuger d'un éventuel boycott, ces signaux traduisent au minimum l'existence de fortes tensions dans une période particulièrement délicate pour l'existence continentale. Demain vendredi, la CAF devra se pencher sur des dossiers brûlants, notamment la réforme du règlement après le retrait du Sénégal en finale de la CAN, ainsi que sur le statut du secrétaire général Véron Mosongo Omba, qui a dépassé l'âge limite pour exercer ses fonctions. Dans ce contexte, l'absence éventuelle de plusieurs membres influents, si elle s'est confirmée, pourrait alimenter les interrogations sur la cohésion interne de l'organisation. À présent, quelques nouvelles à travers le monde. La Fédération royale marocaine de football a officiellement annoncé la programmation de 2 matchs amicaux pour l'équipe nationale dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en juin prochain. Les Lions de la classe disputeront leur premier match contre l'équipe de l'Équateur le 27 mars prochain. Quant au deuxième match, il opposera l'équipe marocaine à son homologue paraguayenne le 31 mars prochain. L'équipe nationale marocaine aspire à tirer le meilleur parti de ces 2 matchs amicaux. Le Portugal ambitionne d'atteindre la finale de la Coupe du Monde 2026. La Fédération portugaise de football a déclaré que ne pas atteindre la finale de la prochaine Coupe du Monde serait considéré comme un échec, étant donné qu'il s'agit probablement de la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. La Fédération affiche en interne une grande confiance en la capacité de son équipe à remporter les titres et estime qu'il n'y a aucune raison de douter des atouts de l'effectif actuel. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, le meilleur résultat de l'équipe est une 3e place obtenue en 1966. Lors de ce tournoi, le légendaire Eusebio avait inscrit 9 buts et remporté le Soulier d'or. Le Portugal avait également terminé 4e de la Coupe du Monde 2026 sous la direction de Luis Felipe Scolari. La Coupe du Monde 2026 fut également le tournoi le plus reçu de Cristiano Ronaldo, son équipe atteignant les demi-finales. Ronaldo a établi un record en devenant le premier joueur à marquer lors de 5 Coupes du Monde différentes, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, mais n'a jamais disputé de finale. Toujours Coupe du Monde 2026, Beansport a surpris en doublant Ligue 1 Média et en récupérant les droits pour diffuser la Coupe du Monde 2026 et 2030. Cette décision intervient alors que Ligue 1 Média croyait avoir sécurisé l'accord avec la FIFA pour 20 millions d'euros. La chaîne a réalisé une offre plus forte et a finalement récupéré le gros lot pour diffuser la Coupe du Monde 2026, mais aussi en 2030. Beansport rappelle qu'il diffuse la Coupe du Monde depuis 2012 et se présente désormais comme le diffuseur des 2 prochaines Coupes du Monde, avec tous les matchs en intégralité pour 2026 et 2030. Cette récupération de la Coupe du Monde a tout de suite fait des vagues. Le directeur général de Ligue 1 Média a annoncé sa démission moins d'1 an après son arrivée à la suite du dossier très tendu des droits de Coupe du Monde 2026. Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada, au Mexique, avec un total de 104 matchs entre 48 équipes.
chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, nous allons aborder un sujet auquel peu de personnes échappent. Il vous est peut-être une fois arrivé d'utiliser illégalement ou abusivement votre pouvoir ou vos relations pour obtenir un avantage au détriment de l'intérêt public. Cela s'appelle le trafic d'influence. Eh bien, le phénomène n'est pas autorisé au Mali. Il est puni par le Code pénal en son article 243, alinéa 78, car le trafic d'influence met en péril la transparence et l'intégrité des décisions publiques et privées. Découvrons les facettes du trafic d'influence dans la chronique judiciaire en rediffusion avec Garibou Pérou. Atteinte à l'équité, à l'honnêteté, à la droiture ou à l'intégrité, le trafic d'influence est une infraction, un délit ou un crime contre la nation. Prévu dans l'article 243-78, le trafic d'influence dans une formule imagée est un film interprété par 3 acteurs. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur à l'université Kourkan-Fouga de Bamako. Il y a l'intervention de 3 acteurs. Acteur 1, ça c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est lui qui va avoir l'avantage. Donc, c'est lui qui fournit les avantages à l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, lui, il a de l'influence. Ça peut être une influence sociale, peut-être c'est quelqu'un qui a une certaine respectabilité dans la société, que tout le monde connaît, il a un carnet d'adresses très bien fourni, ou à travers sa fonction, il peut effectivement influencer sur une administration ou sur une autorité. Mais le chic, c'est que ce qui se passe entre le bénéficiaire et celui qui est la personne influente, le décideur n'est pas au courant. En quelque sorte, les deux là, ils trament une sorte de complicité sur le dos du décideur. De cette scène du trafic d'influence se dégagent les produits de la corruption. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur. À la différence pour la corruption, c'est qu'il y a 2 intervenants. Celui qui va soit solliciter ou agréer des offres de promesses auprès d'un décideur, notamment par exemple ce que le code dit, c'est étant fonctionnaire, c'est-à-dire une personne qui va solliciter auprès d'un fonctionnaire, de l'ordre administratif judiciaire, un expert judiciaire, un médecin, un chirurgien, afin que celui-ci accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte qui relève de sa fonction. Donc il y a 2. Celui qui va solliciter, là on parle de la corruption active, mais du côté du fonctionnaire qui va soit accepter ou même solliciter, là c'est la corruption passive. Alors que dans le trafic d'influence, on a 3 intervenants. L'article 243-48 du Code pénal n'est pas tendre aux auteurs et complices. Le présent article prévoit la peine privative de liberté et une amende double de la valeur des promesses agréées. Le même article prévoit une peine d'emprisonnement de 10 ans et le Code ajoute que l'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 000 francs. Punissable, le trafic d'influence est ce phénomène qui porte atteinte au principe d'égalité. Il force aussitôt le jeu de la transparence. On suppose que si je vais abuser de ma confiance auprès de quelqu'un pour avoir un marché ou bien pour avoir des décorations, que ça ne préjudicie à personne. Or, c'est totalement le contraire. La conséquence directe, ça c'est le peuple, ça c'est l'État. Parce que ce qui va manquer, c'est que le principe de l'égalité des citoyens est déjà faussé. Et en plus, les sollicitations, les promesses, les avantages accordés devraient être de nature à alimenter davantage les caisses de l'État. Mais malheureusement, ce ne serait pas le cas. Donc cela veut dire que ce soit la corruption ou le trafic d'influence, les conséquences sont énormes pour le citoyen lambda et pour l'État. Utilisé au quotidien mais méconnu par bon nombre, le trafic d'influence est une forme de terrorisme dirigé contre les décideurs. Et le constat malheureux qui se dégage, c'est que très peu d'agents échappent aux embuscades du trafic d'influence. Il est 7h28 à Samégar, région Nikaï, la même heure à Dramani. Alors, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Bourama Traoré, que vous retrouverez d'ailleurs à 13h pour le journal de la mi-journée. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.